Bonjour André Makin. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie française. Chacun de vos livres est un événement et celui-ci n'y déroge pas. Il s'appelle Au-delà des frontières et publié chez Grasset. J'ai lu quelque part que ce livre est quelque part un peu scandaleux. Est-ce que vous assumez le fait d'écrire un livre scandaleux ? Ce journaliste, très intelligent, un journaliste qui travaille dans la Provence, il a dit quelque chose qui peut paraître, c'est vrai, inimaginable. Il a dit que c'est un livre scandaleux au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens que lui donnait Bernanos en parlant du scandale de la vérité. Oui. Il ajoutait d'ailleurs, il disait, le scandale, c'est de ne pas, non pas de dire la vérité, mais de ne pas la dire en entier. Oui. Et donc, je pense que je le dis en entier dans ce livre, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Oui, parce qu'on va le dire, ce livre Au-delà des frontières. Donc c'est quoi? C'est un monde qui pourrait être le monde de demain, c'est-à-dire un monde où il y aurait une transportation, j'allais presque dire une déportation d'une partie de la population parce qu'il se serait passé quelque chose que personne n'a vu venir. Mais vous vous souvenez peut-être de cet événement islandais. Les Islandais, ravagés, ruinés par leurs banquiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé de payer la dette. Ils ont mis tous les banquiers véreux en prison et ils ont changé même la Constitution. Donc c'est une sorte de prémonition déjà, de préfiguration de ce que pourrait être ce grand déplacement, bien sûr avec un clin d'œil au grand remplacement. Les gens qui ont détruit le Proche-Orient, la Libye entre autres, les élites, les journalistes bellicistes, des starlettes décérébrées, dites-vous. Les footballeurs milliardaires, ils sont tous dans la tête de ce jeune romancier qui écrit Le Grand Déplacement, c'est son texte, ils sont envoyés en Libye. Oui, parce que donc, c'est un jeune romancier. Le livre commence par ce texte, s'appelle Le Grand Déplacement. Il publie un texte, on va en parler, on va dire ce qu'il raconte, qu'il va ensuite proposer à un auteur qui va lui dire « mais ça n'est pas publiable parce que la réalité est pire encore ». Alors d'abord, que dit ce Grand Déplacement ? Le Grand Déplacement signale quelques faits. Par exemple, le terrorisme, qui est devenu une sorte de routine en France. Vous voyez on ne s'étonne pas qu'on puisse entrer dans une école et commencer à tuer des enfants à bout portant. Oui, on ne Mohamed Merah. Voilà, on ne s'étonne plus qu'on puisse kidnapper un jeune homme et le torturer pendant 3 semaines. Oui, Ilan Halimi. Mais je peux ne pas les nommer. Pour moi, ce sont des symboles. Ce sont des symboles de cette cruauté, de cette atrocité qui s'installe tranquillement en France. Oui, et vous dites, pendant ce temps, enfin, ce qui est écrit dans ce texte par cet auteur-là, pendant ce temps, il y a un système qui explique bien qu'il faut vivre ensemble. Oui, qu'on est en guerre. Mais en guerre contre qui ? Moi, j'ai vécu la guerre en Afghanistan, je sais que c'est un peu différent. Il y a des blindés, il y a l'artillerie, donc il y a les bombardements. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc, en guerre contre qui ? Et peut-être faudrait-il penser aussi à ne pas donner des conseils au monde entier quand il y a 6 millions de chômeurs en France, quand il y a des gens qui sont, passez-moi l'expression, tartinés sur la promenade des Anglais, avec une cruauté insensée, et bombarder la Syrie en envoyant des missiles dont chacun coûte 3 millions d'euros. On pense à l'APL, 5 euros à enlever, donc à ces aides d'État, mais 3 millions d'euros envoyés en pure perte, en détruisant ce pays et bien sûr en accueillant ces pauvres migrants. Oui, alors que dit finalement alors ce texte-là, qui donc est le point de départ de votre roman, écrit donc par ce jeune, donc vous dites qui est un peu un symbole de cette société. Comment vous la décrivez d'ailleurs cette société? Vous dites une société libertaire qui à un moment donné se retourne contre elle-même. Ben oui, qui se renverse en son contraire. Nous parlons de l'émancipation, nous parlons de la permissivité, mais en France, il y a 75 000 femmes violées chaque année. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire une femme toutes les 8 minutes. Toutes les 8 minutes, il y a une femme qui se débat sous les assauts d'une brute et qui meurt, ou étranglée, ou violée. Donc ça, on ne le cite pas. On ne cite pas cette statistique qui est effrayante. Tous les 2 jours, il y a un agriculteur en France qui se suicide, ruiné, désespéré. Donc, quand Linden regarde ce pays froidement, donc Linden, c'est ce jeune auteur qui écrit cela, voilà, ce jeune auteur qui a écrit ce brûlot est impubliable. Il ne peut pas, bien sûr, il ne peut pas être publié. Et donc, il dit, mais finalement, ce que je vois, je suis parfaitement objectif dans mes analyses.
Et c'est ces analyses, cette objectivité qui nous manque aujourd'hui. Oui, parce que comment vient-il à écrire cela, à écrire ce grand remplacement, ce grand déplacement et au fond, comment on arriverait là? Comment on pourrait arriver là? Mais l'intérêt de son livre est ailleurs. Il montre donc l'expulsion en Libye. Il montre aussi ce qui se passe en Libye. Et là, ça devient une sorte d'anti-utopie pamphlétaire, bien sûr satirique. On voit d'anciens présidents de la République qui refont leur vie là-bas. Les deux présidents, même les deux présidents, on ne va pas les nommer, on va les deviner. L'un ouvre une boutique de Rolex, on sait de qui il s'agit. L'autre devient un maire d'une petite localité, Mourzouk, 12 000 habitants, et il dit mais je vous promets une gouvernance normale. Voilà. Bon, il y a de l'humour, évidemment. Il y a une ironie assassine. Derrière la situation qu'ils laissent derrière eux, la France, vous décrivez d'ailleurs des villes entières placées sous la loi de la charia. Oui, c'est comme ça qu'il le voit. C'est comme ça qu'il le voit. Bien sûr, il exagère. Vous voyez, c'est une sorte de projection hyperbolique de ce qui pourrait arriver. Mais il se base sur des faits. Il parle d'une petite école maternelle où il y a des djihadistes, des intégristes qui rentrent et commencent à tuer les enfants. Mais attendez, à Toulouse, cela a été arrivé. Donc, il n'est pas tout à fait dans l'invention pure. Oui, c'est pas une imagination il décrit un monde où il y a des bombes, où il y a des attentats tous les jours, où on vit avec cela, où finalement l'armée dirige. Il projette donc une guerre civile, une guerre ethnique, et à un moment, un des journalistes, un de vos confrères, dit, mais finalement, quand le palais de la justice brûle, il dit, c'est la conjonction de la lutte des races et de la lutte des classes. Donc, c'est la conjonction de tous les mécontentements qu'on voit. Oui. Et quand il décrit donc cet anti-utopique, cet état anti-utopique en France, il comprend que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aussi indiquer une issue. Ce qui m'a intéressé, ce que vraiment m'a intéressé dans ce livre, c'est plutôt comment on sort de cet état de choses. Oui, parce que c'est ça, voilà, que montre finalement le romancier. Sans promettre un nouveau paradis, parce que j'ai vécu dans une société qui nous promettait un paradis sur Terre, vous savez, cette grande utopie communiste. Là, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est comment on peut refonder l'humain, comment chacun de nous, sur quels critères il peut être refait, mais dans le sens spirituel du terme, intellectuel, existentiel, et non pas seulement en se basant sur je ne sais quelle structure philosophique ou économique. Oui, vous dites au fond, et l'auteur le dit, parce qu'au fond d'ailleurs, dans ce livre, vous faites intervenir votre double, le pseudonyme avec lequel vous avez déjà écrit des livres et qui devient un personnage du livre. Gabriel Osmonde, qui est votre nom, votre pseudo. Oui, oui, comme il le dit lui-même, je vais essayer de déradicaliser ce jeune auteur. C'est-à-dire qu'il voudrait l'amener vers quelque chose de plus équilibré, non pas le sortir de cette noirceur, où il décrit l'état de guerre permanente en France, mais de dire mais non, avec cela, on n'aide pas l'humanité. L'humanité est déjà dans une barque qui sombre, dans un navire, et tous nos débats habituels, populistes, sans-frontiéristes, humanistes, anti-humanistes, racistes, antiracistes, ils sont déjà derrière nous. On peut continuer encore des années et des années à mener ce débat, mais ce que toute l'humanité, qu'on soit noir ou blanc ou chinois ou russe, nous sommes dans une barque qui est sombre, des catastrophes écologiques, démographiques, militaires, avec la sortie des États-Unis de ce traité des armes atomiques. Et toutes ces catastrophes sont devant nous. Et donc, bien sûr, on peut projeter ces guerres raciales, ces guerres sociales, etc. Mais ça ne nous permet pas d'indiquer l'issue. Oui, au-delà des frontières, elle est là l'issue, au fond. Au-delà des frontières de notre égoïsme, de notre petitesse, de cette vie qui ne dure que quelques milliers de jours, les hommes et les femmes ne le comprennent pas. Les trois thèses du temps, parce que ça c'est très présent dans votre œuvre. Si peu de temps pour faire l'essentiel, pour se sauver et pour sauver son prochain. Oui, au fond, vous n'avez pas peur de mettre les pieds dans le plat, André Makin? Je pense que c'est la fonction même, la mission même de l'écrivain. Sinon, pourquoi écrire dans ce cas-là? Pour écrire une littérature qui s'oublie au bout de quelques semaines? Non, c'est un roman qui marque les consciences. Je le vois déjà dans les réactions. Hier, j'étais en Bretagne, à Rennes. Je vois déjà les réactions des lecteurs. Et les réactions sont extrêmement unanimes en ce sens qu'ils disent « mais c'est vrai que vous indiquez l'issue. La partie négative, la partie anti-utopique, pamphlétaire,
finalement, c'est une entrée en matière. Mais l'alternaissance dont je parle, la troisième naissance de l'homme, c'est ça l'essentiel. Oui. Et lorsque vous publiez le brûlot en question, parce que vous le publiez, vous étiez impubliable, mais il est là, hein, il est là, et vous dites au fond, il est là pour ne pas avoir à être un jour publié réellement. Écoutez, quand j'ai déposé ce manuscrit chez Grasset, je n'étais pas du tout sûr de pouvoir le publier. Et il fallait ce courage, presque une témérité éditoriale d'Olivier Nora, quand même, pour se saisir de ce roman et pour le publier. Mais c'est comme ça que je vois un vrai éditeur. Merci beaucoup, André Makin, donc de l'Académie française. Au-delà des frontières, est publié chez Grasset. C'est donc le nouveau livre Événement d'André Makin. On était ravis de vous recevoir sur TV5 Monde. Merci.